Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je prends la parole encore une fois aujourd'hui, comme il est de coutume, à chaque fois qu'il y a un déplacement d'une autorité de l'État français à Mayotte. Je reste extrêmement vigilant et j'écoute les propos, j'écoute les interventions et en ma qualité d'enfant originaire des Comores et franco-comorien, je me dois de réagir parce que de l'autre côté des Comores, depuis que le régime d'Azali il est là, on a le sentiment que le ministère des Affaires étrangères des Comores est aux abonnés absents sur certaines choses, notamment particulièrement, je parle des aspects de la déclaration à chaque fois qu'il y a une autorité française qui prend la parole de l'autre côté de Mayotte. Je voudrais effectivement intervenir sur trois aspects et je pense que les deux premiers aspects, étant donné qu'il sera question de répondre directement à l'intervention du président Emmanuel Macron, et deuxièmement, de répondre à l'intervention de Madame la députée Estelle Youssoufa lors de sa prise de parole au niveau de l'Assemblée départementale de Mayotte, et enfin, expliquer à nos frères et sœurs mahorais exactement à chaque fois qu'on leur parle de la commission de l'océan Indien, de quoi s'agit-il et pourquoi on ne leur dit pas la vérité. Sur ce dernier aspect, étant donné que je vais m'adresser aux Mahorais, et on sait très bien qu'une grande partie de la population de Mayotte, comme il s'agit de la population aussi bien aussi des Comores, peut être peut-être à l'aise, saisira davantage si l'intervention se fasse en langue nationale ou en langue comorienne, je voudrais dire. Donc, pour l'intervention, en ce qui concerne l'intervention d'Emmanuel Macron, je voudrais rappeler à Monsieur le Président de la République française, notre président à nous, de cesser les incohérences et de cesser de faire miroiter aux Mahorais certaines choses, alors qu'au même moment, ces prises de position sont contradictoires par rapport aux propos qu'il adresse aux Mahorais. J'ai vu dans une courte intervention qui a été un condensé de résumé, partagé par le média Mayotte Première, où Emmanuel Macron nous parle de la construction de Roura Wachaba. Et je saisis cette opportunité pour dire à nos frères et sœurs élus de Mayotte de respecter notre langue. Quand on dit Chaba, ce n'est pas le fer, mais c'est plutôt le cuivre. Donc, à chaque fois qu'il y a des propos comme ça, faites au moins l'effort de donner les significations pour valoriser ce qu'on a de commun sur cette langue-là. Parce que parler de Ouro Shaba, au lieu de parler de mur de fer, Ouro Shuma, c'est déjà quelque chose qui marque ou qui dénote un certain mépris de certaines personnes vis-à-vis de la pertinence ou de l'importance de notre langue. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est plutôt, je constate que le président Emmanuel Macron, il s'aligne sur le même trajectoire que certains ministres français en utilisant un vocabulaire un peu, ou je dirais, belliqueux, un vocabulaire musclé, à chaque fois qu'il s'adresse aux Comoriens. On nous parle de la construction, on évoque ou on fait appel à des expressions qui nous rappellent les temps les plus sombres de l'histoire de l'humanité, de notre histoire, à savoir la période de la guerre froide, où il y avait deux idéologies qui s'affrontaient avec des conséquences extrêmement graves. Macron préfère utiliser cette expression pour parler de la relation entre les Comores et Mayotte. Je trouve que c'est extrêmement grave et que des propos pareils, il est inadmissible que le ministère des Affaires étrangères des Comores ne s'insurge pas ou ne prenne pas la parole pour dénoncer ces propos qui sont extrêmement durs. Toujours est-il que je voudrais dire à Monsieur le Président Emmanuel Macron que si réellement, ce qui est sûr, c'est que nous avons un différend diplomatique franco-comorien au sujet de l'île comorienne de Mayotte. La France est plusieurs fois condamnée sur le plan international, mais la question c'est que ce différend diplomatique, on peut le regarder et aborder les éléments sous-jacents de ce différend diplomatique en adoptant
une attitude un peu pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de penser à une réglementation ou à un règlement de ce conflit diplomatique qui oppose les Comores et la France sur cette occupation illégale, parce que, je le répète ici, encore une fois, la question de l'appartenance de l'île de Mayotte à l'État souverain des Comores est close depuis le 12 novembre 1975. On ne parle pas d'une dispute entre deux États qui se convoitent un territoire. Il s'agit d'une occupation illégale, multifois condamnée par le droit international. La question aujourd'hui, c'est de dire que, suite à ce différend diplomatique, on se retrouve dans une situation où, de l'autre côté de Mayotte, il y a une réalité, c'est ce qu'on appelle la pression migratoire. Je rappelle à certains que dans ces îles, les populations, et particulièrement la population d'Anjouan, se déplacent dans ces îles depuis des périodes anciennes de notre histoire, au gré des opportunités et au gré des opportunités économiques qui se présentent. Ce qui veut dire que les gens qui vont à Mayotte ou qui vont à la Grande Comore, qui vont à Moélie, il faut trouver une solution, et particulièrement sur la question de Mayotte, parce qu'il y a effectivement une pression migratoire extrêmement élevée de l'autre côté de Mayotte. C'est une réalité qu'on ne peut pas le nier. Mais en revanche, là où je trouve les propos d'Emmanuel Macron extrêmement contradictoires et insensés, je le dis, ce sont des propos insensés, c'est tout simplement parce que il promet aux Mahorais la construction des murs de fer pour stopper les vagues migratoires, mais symétriquement, c'est ce même président Emmanuel Macron qui soutient le régime le plus criminel qui est de l'autre côté des Comores, qui est à l'origine de l'exil de la population comorienne vers Mayotte. Donc j'aimerais bien qu'il y ait au moins un minimum de cohérence dans les propos d'Emmanuel Macron, et par la même occasion, j'interpelle les autorités, les élus de Mayotte, que ça ne sert à rien de vous coucher à chaque fois et écouter des propos de cette nature qui sont de nature à jeter juste l'anathème comme ça, mais sans qu'il y ait un pragmatisme dans les propos. Vous savez très bien que pour faire cesser la population, la pression migratoire de l'autre côté de Mayotte, il faut que de l'autre côté des trois îles, il y ait une stabilité politique. On ne laisse jamais, il y a un régime aux Comores, le régime d'Azali, qui spolie le suffrage universel, qui est corrompu jusqu'aux os, mais qui est soutenu par Emmanuel Macron. Un régime criminel qui est à l'origine de plusieurs assassinats politiques et qui muselle toute l'opposition politique, une grande partie de l'opposition politique, et particulièrement si cette opposition politique est d'origine anjouanaise. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est ce régime-là, son assurance vie, c'est Paris, c'est Emmanuel Macron qui soutient le régime d'Azali au pouvoir, ce régime qui tue les Comoriens, ce régime qui affame les Comoriens, ce régime qui est corrompu, ce régime dictatorial qui est à l'origine de l'exil de la population comorienne. Donc il faudra qu'il y ait une forme de cohérence dans la tête de notre président Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Deuxième élément, on nous parle de la question de la COI. Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué, mes chers frères et sœurs mahorais, qu'à chaque fois, quand on prend la parole, on essaie de faire des gymnastiques sémantiques pour essayer de trouver une formule qui ne va pas choquer de l'autre côté des Comores en disant, finalement, au niveau de la COI, c'est la France entière qui a vocation à être à sa place. C'est une façon de dire que Mayotte, on y travaille pour que Mayotte intègre la commission de l'océan Indien. Mais on n'a pas le courage de le formuler de cette façon-là, parce qu'en formulant, en disant que Mayotte, ça peut déjà susciter un problème. Donc, on essaie de trouver des formules, je ne sais pas, on déploie des efforts sémantiques pour essayer de trouver des formules qui seront acceptables ou j'en sais rien, ou des formules qui laisseront croire aux Mahorais qu'il s'agit de la question de l'appartenance de Mayotte ou de l'intégration de Mayotte dans la commission de l'océan Indien, mais au même moment, on ne veut pas non plus frustrer de l'autre côté des Comores ou heurter de l'autre côté des Comores parce qu'on a évoqué la question de Mayotte. Il faut cesser de faire semblant qu'il y a un déni de reconnaissance du différend diplomatique qui oppose l'État comorien
avec la France au sujet de Mayotte. Vous, mes chers frères mahorais, vous savez très pertinemment que nous avons un différend diplomatique. Lequel différend diplomatique fait que les Comores vous imposent un refus absolu de porter les couleurs de l'État français et ni de chanter l'hymne national français à chaque fois que vous participez dans les Jeux des îles de l'océan Indien. C'est quand même normal pour vous de constater qu'il y a quelque chose qui nous oppose au sujet de l'appartenance de cette île. Et maintenant, on est en train de vous raconter des fadaises en vous disant que finalement, on va tout faire pour que vous soyez à votre place. Je vous rappelle une chose. La Commission de l'océan Indien est une organisation internationale régie par le droit international et qui est créée par 3 États. C'est Madagascar, Maurice et Seychelles, sur la base de ce qu'on appelle l'acte fondateur, c'est l'acte de Victoria. Les Comores et la Réunion sont venus adhérer. Ça veut dire quoi? En termes juridiques, ça veut dire que l'État comorien et le département de la Réunion ont signé ce qu'on appelle un acte d'adhésion à cette commission-là. Les Comores, lorsqu'ils ont signé cet acte d'adhésion, ils ont validé comme quoi les Comores, en tant qu'entité souveraine de droit international juridique reconnue par les Nations Unies, étant une entité composée de 4 îles, Anjouan, Moélie, la Grande Comore et Mayotte, font partie de cet État souverain qui va s'engager dans cette commission. Quant à la France a signé cet accord parce que la Réunion voudrait participer. Et dans l'accord d'adhésion de la France, de la Réunion, c'est bien marqué la France / la Réunion. Maintenant, ça a toujours été comme ça. Donc la France est présente parce que la Réunion, n'étant pas un État indépendant, ne pouvait pas participer. Alors, comme il s'agit d'une organisation qui regroupe l'ensemble des associations des États de la région, il fallait que la Réunion soit parrainée par l'État français. C'est dans ce sens-là que la France se retrouve membre de la commission. Et je rappelle aussi aux Mahorais, c'est que, je vais faire vite, dans cette commission-là, depuis des années, la commission, c'était juste une commission de coopération, petites choses entre États, ou etc., etc. Mais on a constaté au fur et à mesure de l'évolution de la situation, du contexte international et politico-régional, on constate que la commission intervient dans des domaines qui ne sont pas légiférés par l'accord cadre de Victoria. Donc, par exemple, la commission de l'océan Indien, nous l'avons remarqué ces derniers temps, il envoie des observateurs pour aller valider des élections dans la région. Ça ne fait pas partie de ses prérogatives. La commission intervient dans le cadre des questions portant sur la santé. Nous l'avons vu récemment avec la question du Covid. Alors, lorsqu'un Comorien, n'en déplaise aux Mahorais, lorsqu'un Comorien, en l'occurrence à l'époque où Bolero était secrétaire général de la commission de l'océan Indien, en tant que juriste, a soulevé un point extrêmement important en disant que aujourd'hui, nous intervenons dans des domaines qui ne sont pas cadrés par le texte que nous avons jusqu'aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, il va falloir revoir les textes pour mieux encadrer le champ d'intervention de la commission. Et effectivement, tous les pays membres ont accepté qu'il faudra que ce travail de toilettage se fasse. Et à partir de ce moment-là, on a organisé une consultation des États. Chaque État a envoyé ses éminents juristes pour aller participer dans ce travail-là. Ce travail a duré 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, ce même travail a été est amené par la commission de l'océan Indien jusqu'au Sénégal. L'ancien président de la francophonie, Abdou Diouf, l'a corrigé par 2 fois. Et une fois que le document a été terminé et validé et terminé sur les corrections diplomatiques et écriture, etc., le document il est revenu. Et l'État comorien a exigé à ce qu'on organise une retraite des ministres au niveau des Comores. Parce que je le rappelle, jusqu'à cette période-là, il existe dans la commission de l'océan Indien que 2 organes. Le comité des OPL, tous ceux qui sont les officiers de liaison
de la région et la commission de ministres des Affaires étrangères. Mais ces derniers temps, nous avons vu qu'il y a aussi la création d'un sommet des chefs d'État. Le sommet des chefs d'État n'est pas encadré par ce document de Victoria. Alors, il fallait absolument lui donner sens juridiquement. Donc, tout ça, ça a été discuté. Et le moment où ça s'est discuté, la France n'était pas représentée par un Mahorais, mais c'était Luc Halad qui était présent. Les discussions ont été faites, etc., jusqu'à ce qu'on a commencé à valider tout et à considérer tout l'ensemble des éléments pour essayer de couvrir davantage les périmètres d'action de la commission de l'océan Indien. Une fois qu'on a validé, la France a exigé, a souhaité à ce que cette fois-ci, dans l'introduction de l'acte de Victoria réformé, il a souhaité qu'au lieu de marquer France / La Réunion, qu'on marque tout simplement la République française. Les participants ont accepté que ça peut se faire comme ça, mais à condition que dans l'accord, on met les visas. Sur l'introduction, on peut parler de la présence de la République française, de la République des Comores, de la République de Madagascar, de Seychelles et de la République française. Mais on a mis des visas vu l'accord d'adhésion de la France. Et dans cet accord d'adhésion, c'est France en tant que représentant de la Réunion. Et l'accord d'adhésion des Comores. On a convoqué au niveau du Conseil, 34e Conseil des ministres aux Seychelles. Tous les pays membres sont allés aux Seychelles, y compris le ministre des Affaires étrangères français. Et ils ont tous signé là-bas, aux Seychelles, cet accord reformé. Et pour que cet accord vienne remplacer le premier accord fondateur, il fallait absolument que tout, parce qu'il s'agit d'une organisation des États, c'est une organisation d'États souverains, régie par le droit international, donc ce sont des États, il faut que l'Assemblée de chaque État ratifie cette nouvelle convention de l'État, de l'accord. Maurice l'a validé, l'a ratifié, les Comores l'ont ratifié, Madagascar l'a ratifié, les Seychelles l'ont ratifié, et lorsque le document il est venu à Paris, les députés mahorais ont soulevé l'idée en disant « mais pourquoi on ne figure pas, etc. etc. » Vous imaginez la honte. Les Français ont signé déjà l'accord préalable aux Seychelles, les ministres. Quand on signe une convention internationale, ça veut dire que l'État s'est engagé en disant « ok, nous sommes d'accord avec ce document-là, la seule chose qui reste, c'est la formalité de ce qu'on appelle la ratification. » Mais le ministère des Affaires étrangères français, qui a participé à ce sommet, 34e sommet de la commission de l'océan Indien aux Seychelles, a validé tout en sachant qu'il n'y en avait pas de Mayotte là-dessus. Et les Mahorais ont dit, on veut participer, etc., etc., etc. Et finalement, la France n'a pas validé. Alors, dans ce cas-là, si la France n'a pas validé, ça ne change rien. Il faut que les gens comprennent très bien. À partir du moment où la France n'a pas validé, ça veut dire tout simplement que cet accord reformé, on ne regarde plus. Désormais, on revient sur l'accord fondateur qui existait déjà. C'est à partir de ce moment-là, une fois qu'on arrive à ce stade-là, ça veut dire tout simplement qu'on arrive au stade 0. On revient à la case départ. Donc, il faut que la France dise la vérité aux Mahorais. Ou bien, il faut que des gens intelligents de l'autre côté de Mayotte posent les vraies questions. Pourquoi on nous fait balader comme ça en nous disant nous allons intégrer, etc., etc. Il peut y avoir les déclarations des chefs d'État. Macron peut dire j'aimerais bien que la France entière participe, etc., etc. Et faire croire aux Mahorais qu'on a parlé de Mayotte qui sera intégré. Et même si, dans une déclaration des présidents, prochainement, on parle de cet aspect-là, en disant oui, on souhaiterait ou pas, de toute façon les Comores ont dégagé des bras de main en disant qu'ils ne souhaitent pas que ce sujet-là soit discuté. Mais dans tous les cas, mes frères et sœurs mahorais, sachez juste une chose. Si un jour, il va y avoir une discussion quelconque portant sur une quelconque adhésion de Mayotte, il va falloir d'abord que les Comores soient d'accord. Puisque l'article 5 de l'accord de Victoria dit que le mode de désignation, de décision, doit être une décision unanime. Deuxièmement, si c'est la France qui veut porter cette idée de vouloir changer, alors dans ce cas-là, il faudra que la France quitte d'abord la commission de l'océan Indien. Pourquoi? Parce que la France est rentrée
par un accord, un acte d'adhésion. Il y avait une charte qui existait et la France est venue adhérer sur la base de cette charte-là. Il faudra qu'il se retire en toute logique et en ce moment-là, commencer d'autres procédures. Je vous laisse. J'ai voulu juste clarifier une situation pour expliquer que ce n'est pas aussi simple que cela, que certaines personnes pensent, oui, Mayotte va intégrer, Mayotte, etc., etc. Tout ça, c'est de la foutaise. On est en train de vous raconter des histoires. Mayotte ne rentrera pas dans la commission de l'Océan Indien que parce qu'il y a eu un acte de lâcheté de l'autre côté des Comores par un régime qui est de l'autre côté. Sinon, à chaque fois qu'il faut prendre une décision, cette décision doit être unanime. Et tant que les Comores ne votent pas pour la validation de participation de Mayotte, ce qui serait contraire à l'adhésion des Comores dans cette institution, dans cette commission-là, alors dans ce cas-là, c'est exactement tout cela que j'ai voulu expliquer aux Mahorais clairement sur cette situation-là, pour que les Mahorais comprennent très bien comment fonctionnent ces institutions. La France peut faire pression, c'est de son droit. On a vu, par exemple, je vous parle d'une chose, récemment, j'ai vu une lettre qui a été envoyée au niveau des Nations Unies par la France et pour demander à ce que les, comment dirais-je, les lignes de base ou les blocs de pétrole, etc., pour la France, etc. Tout ça, c'est de la foutaise pour une raison très simple. Le moment où les pays de la région étaient en train de découper, de se partager les zones, les zones exclusives par rapport au pétrole, la France n'était pas sur la table de négociation. Tout simplement parce que ce sont des États souverains qui se retrouvent. Il y avait les Seychelles, il y avait Madagascar à l'époque n'avait pas participé parce qu'ils étaient sanctionnés par l'Union africaine. Il y avait la Tanzanie, il y avait la Mozambique, il y avait tous ces États-là, les Comores, et tous les États de la zone, ils étaient là en train de discuter aux Comores. Et l'arbitrage, c'était une commission qui était venue de l'Angleterre. Mais la France savait tout ça parce que les personnes qui étaient venues de l'Angleterre, ils étaient connus par l'ambassade de France. Rien n'était dit. Et à chaque fois que les Mahorais vont commencer à dire « Oui, mais on n'a pas compris », c'est là où on va écrire une lettre en disant « Oui, vous avez envoyé une lettre, etc. etc. » Soyons sérieux. Mes chers frères et sœurs Mahorais, nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité sur l'avenir de cette région. Depuis les années 1975, au niveau des instances les plus élevées de la France, qui ont statué sur cette question-là, il y avait des hypothèses qui étaient émises. Moi, je suis historien, je travaille sur les archives. Sur la question, il y a même un des représentants du Conseil constitutionnel français qui avait posé la question, et si jamais demain, les Comores obtiennent le soutien de l'État ou une grande puissance qui va apporter son soutien militairement, est-ce que la France est disposée à faire face et à se battre contre le droit, dans cette situation-là, pour défendre Mayotte? Je ne souhaite pas qu'on y arrive à ce niveau-là, parce que ni les 3 îles des Comores, ni Mayotte ne gagnera rien. Nous savons tous dans cette région qu'on est tous méprisés par ceux qui sont en haut. Que ce soit ceux qui nous gouvernent aux Comores, que ce soit ceux qui sont les autorités de fait qui sont de l'autre côté de Mayotte. Mais il revient à nous, enfants de ces îles, de discuter entre nous, de se dire que nous avons dans cette région, et d'ailleurs je fais la transition par rapport à ce que la députée Estelle Youssoufa a parlé aujourd'hui, en parlant du pétrole, etc., etc. Et effectivement, oui, il y a du pétrole dans cette zone. Mais les bienfaits de ce pétrole, on peut tous en tirer profit en tant qu'enfants de ces 4 îles, si nous sommes capables de discuter ensemble en tant qu'enfants de ces îles, plutôt que d'aller dans une surenchère et une escalade verbale, voire même musclée, entre nous par puissance interposée, et au final nous retrouver dans une situation d'une extrême gravité, parce que tout ce qui se passera de ce côté-là, ceux qui sont à 10 000 km, ce n'est pas eux qui vont encaisser les conséquences, mais c'est nous dans ces îles-là. Donc, il va falloir qu'il ait de l'autre côté des Comores, que de l'autre côté des 3 îles de l'archipel des Comores et de cette île occupée de Mayotte, des hommes et des femmes qui sont capables de se dire, et si nous discutons réellement et sérieusement sur l'avenir de cette région. Parce que nous avons certainement un différend diplomatique, mais ce différend diplomatique ne nous interdit pas de discuter sur certains aspects.
Il peut y avoir une différence diplomatique, mais on peut régler la question de la pression migratoire de l'autre côté de Mayotte. Et comment? C'est tout simplement parce que il faut faire en sorte que la France n'apporte pas un soutien à tout régime corrompu, criminel, qui est de l'autre côté des Comores et qui est à l'origine de l'exil de la population comorienne et qui ne va pas partir à Maurice, mais il partira à l'île la plus proche. Je vous dis une chose, Mayotte est à 60 km, 70 km des Comores, d'Anjouan. Si c'était Maurice qui était à 50 km d'Anjouan, les Anjouanais ne partiront pas à Maurice, ne partiront pas à Mayotte, ils partiront à Maurice. C'est la géographie, elle est comme ça. Et d'autant plus que comme nous sommes les mêmes, nous avons tous des familles de l'autre côté. Certaines personnes se disent en quittant ici pour aller de l'autre côté de Mayotte, ils peuvent avoir un endroit, comme un point de chute, parce qu'ils ont aussi des membres de famille de l'autre côté. Certains vont nous dire, effectivement, c'est du n'importe quoi, etc. Alors que, vous imaginez à quel point je suis diamétralement opposé avec Estelle Youssoufa. Et j'ai été à Paris, chez une tante, dans l'album dans lequel je trouve ma photo avec celle de ma tante à Paris. Dans le même album, je vois la photo d'Estelle Youssoufa, sa soeur et son frère, parce que l'ex-mari de ma tante, c'était un oncle d'Estelle Youssoufa et il a passé toute sa jeunesse dans cette maison. C'est pour vous dire la proximité que nous avons. On peut toujours, il peut considérer qu'ils sont comoriens de l'autre côté. Je l'ai entendu dire le jour où il y a eu le feu à Marseille. Je l'ai entendu vomir. Ou à Nice plutôt. Je l'ai entendu vomir sur une déclaration en traitant des Comoriens, pourquoi on parle des Comoriens, etc., etc. Il ne se pose même pas la question de se dire, est-ce que parmi ces gens-là qui ont péri là-bas, il n'y avait pas quelqu'un de la famille qui l'avait accueilli lorsqu'elle était à Paris, chez une famille comorienne? Mais c'est tout ça pourquoi? Pourquoi toute cette haine? Nous avons une grande responsabilité pour l'avenir de cette région. Et enfin, pour terminer, Estelle Youssoufa, dans son intervention, il parlait il faudra que Mayotte ne se retrouve pas prisonnier de la géographie, parce qu'à chaque fois qu'il demande quelque chose à la France leur explique que ça va faire un appel d'air par rapport aux Comores. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, la France sait qu'un jour ou l'autre, si de l'autre côté des Comores, il y a une réelle volonté de défendre les intérêts des Comores, alors peut-être que la France serait amenée à lâcher Mayotte. Certains peuvent me dire, mais comment ça? Je vous rappelle que la France a lâché en race campagne les harkis d'Algérie. Et comme le dit l'adage, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Le jour où la France arrivera à cerner que ses intérêts dans la région de l'océan Indien occidental, et particulièrement dans cette zone comorienne, avec tout ce champ pétrolier qui existe là, il risquera de perdre de gros. Alors dans ce cas-là, il demandera aux Mahorais, débrouillez-vous à discuter avec vos frères, mais moi j'ai des intérêts à sauver dans cette région-là. Celles et ceux qui font semblant de ne pas me croire, je leur demande juste de jeter un regard sur le rétroviseur de l'histoire et de regarder qu'est-ce qui s'est passé en Algérie avec les Harkis. Qui aurait cru un jour que l'État français les abandonnerait? Et pourtant, ils les ont abandonnés au nom de leurs intérêts. Donc, de l'autre côté de Mayotte, nous avons une obligation de s'entendre entre nous. On est moins d'1 million ou 1,5 million dans cette région. Nous sommes tous les mêmes. On n'est pas capable de se dire finalement, il y a du pétrole dans cette zone, on peut s'entendre. Il y a une différence diplomatique certainement. Il y a un problème entre les Mahorais et les Comoriens au sujet de l'appartenance de cette île, même si le droit international le dit que l'île est comorienne. Mais on peut travailler sur les autres aspects de la question et essayer d'atténuer une grande partie des difficultés que nous traversons dans cette zone-là. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu intervenir ici pour dire au président Macron de cesser ses incohérences quand il promet aux Mahorais qu'il va ériger un mur de fer, alors qu'au même moment, il est l'assurance vie d'un régime criminel qui est de l'autre côté des Comores, qui spolie le suffrage universel des Comoriens, qui est corrompu jusqu'aux os, qui tue des Comoriens et qui est à l'origine de l'exil de la population comorienne vers Mayotte. Donc, si réellement, Monsieur le Président Macron, vous voulez que de l'autre côté de Mayotte cesse la pression migratoire, alors dans ce cas-là, commencez par cesser à soutenir le régime criminel d'Azali de l'autre côté des Comores. Ça serait déjà un
un grand pas et une bonne décision qui sera d'une grande utilité vis-à-vis des Mahorais. Et après, entre un État viable qui arrivera de l'autre côté des Comores, soucieux de l'avenir du peuple comorien, peut discuter avec les autorités des différentes communes ou de différentes collectivités de Mayotte pour discuter d'une coopération d'abord. Moi, je fais partie de celles de ceux qui pensent que ce n'est que par l'axe économique qu'on peut commencer à atténuer la haine et essayer jusqu'à ce que, à un moment ou à un autre, il y ait une entente politique quelconque, quelles que soient les configurations. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le jour où un Mahorais, quand il verra un Comorien des autres îles, il ne voit pas aimer quelqu'un qui fut la misère pour venir à Mayotte, mais il voit un potentiel pouvoir d'achat, alors il ne se posera aucune question. Il se dira de toute façon, cette personne viendra et il partira. Figurez-vous qu'il fut un temps, tous vos élus, une grande partie de vos élus là, ou une grande partie de vos cadres, ils ont fait leurs études aux Comores. Parce qu'à l'époque, ça marchait très bien là-bas. Donc, encore une fois, un minimum de cohérence. Et je demande à l'État comorien de se comporter comme un État digne. Il n'est pas normal qu'un État souverain se laisse piétiner comme ça, avec des propos belliqueux, avec des propos agressifs, sans qu'il ait une réaction de la part du ministère des Affaires étrangères comorien. Deuxièmement, l'État comorien n'a pas intérêt à attendre, à toujours rester dans la défensive. À un moment donné, il faudra qu'il commence aussi à se lancer en offensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que l'État comorien peut, au nom de la souveraineté de l'État comorien, saisir la Cour du droit européen pour exiger une clarification sur la décision de la Commission de l'Union européenne qui reconnaît Mayotte comme étant une zone ultra-périphérique de l'Union européenne, alors que Mayotte fait partie de l'État souverain des Comores. Ça aussi, c'est une question. J'aimerais bien qu'il ait une clarification sur cette question-là. Et si jamais la Cour européenne ne le clarifie pas, il faudra saisir la justice, la Cour internationale de justice, pour qu'il ait une clarification sur ça. Parce que dans l'Union européenne, la charte de l'Union européenne reconnaît l'intégralité de la charte des Nations Unies et le respect du droit international. C'est ce même droit international qu'on s'acharne à condamner et de façon à juste titre l'agression criminelle de l'autre côté de l'Ukraine. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. D'un côté, condamner l'agression de l'Ukraine et symétriquement reconnaître que Mayotte fait partie d'une zone ultra-périphérique de l'Union européenne sous le prétexte fallacieux que la France l'occupe illégalement. À moins qu'on nous explique que, après une vingtaine, une trentaine d'années d'occupation, l'Union européenne finira aussi par reconnaître que la région de Donbass fait partie de la Russie. Il faut, je termine là-dessus, frères et sœurs de l'autre côté de Mayotte, nous avons une obligation de se dire qu'on peut, on doit discuter. On doit discuter sur notre avenir. Il n'y a pas une fatalité. On n'est pas obligé de se retrouver toujours en confrontation. On peut toujours discuter et trouver les voies et les moyens de s'entendre, quelles que soient les configurations qui viendront plus tard. Mais ne nous laissons pas piéger par des gens qui obéissent à leurs intérêts parce qu'il y a du gaz. Alors qu'allons-nous faire pour s'assurer que le gaz, on tirera le maximum de profit, peu importe les conséquences qui adviendront dans cette région, on n'en a rien à curer. Non. Si d'autres personnes ici, comme vous vous appelez de l'autre côté, vous dites en métropole, en France, ils ne se soucient pas de cette question. Moi, je me soucie. Moi, je suis franco-comorien. Je me soucie de cette question et je n'aimerais pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est pour cela que j'appelle de tous mes voeux à ce que de l'autre côté de Mayotte, il y ait aussi une autre génération qui pense que après 50 ans de brouille de cette façon-là, ça fait 50 ans que les Comores et la France sont dans ce différend diplomatique sans qu'il y ait une solution. Sommes-nous prêts encore à engager une vingtaine d'années de plus? Je ne suis pas sûr. Alors, discutons. Discutons. Nous avons des positions divergentes. Il y a celles de ceux qui disent que Mayotte est française. Il y a ceux qui disent que Mayotte est comorienne au nom du droit international
et de l'histoire, de toute logique et tout ça, mais on peut toujours discuter. Nous ne sommes pas, on n'est pas la seule zone de l'océan, du monde où il y a un différend diplomatique. Et pourtant, on arrive dans d'autres zones, les gens arrivent à coopérer malgré les tensions, de discuter parce qu'on espère que, et c'est ce que je crois, le versant économique de la relation entre nos îles aidera à fluidifier les relations politiques jusqu'à ce qu'on trouve une solution adéquate, Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa la minkum wa jazakum Allahu khair wa ahsan.